Pour les 150 ans de la Commune de Paris, le CLS, Cercle de lecture sociale, propose des lectures de sources premières et inédites au format audio. Il s'agit de puiser dans les écrits des protagonistes, dans le contexte de l'époque, et de les faire revivre par le souffle de notre temps. Lecture miroir de deux quotidiens aux antipodes. L'Intransigeant, par Henri Rochefort, communard, condamné à la déportation, puis évadé de Nouvelle-Calédonie. La Croix, quotidien réactionnaire, catholique, anti-républicain et anti-laïcard. Celui-ci paraît par ailleurs encore de nos jours. Nous en confrontons ici des articles en date du mardi 7 août 1888. Si la Commune de Paris était enterrée depuis 17 ans, elle était encore vive et active dans l'esprit et les gestes de ses anciennes figures, telles Émile Eudes, communard blanquiste, fondateur de l'association Ni Dieu ni Maître, vice-président de la Ligue pour l'abolition de l'armée permanente, qui poursuivit son combat révolutionnaire jusqu'à son dernier souffle. Une crise cardiaque l'emporta en plein discours enflammé devant des grévistes terrassiers. Ses obsèques au cimetière du Père-Lachaise furent suivies par une foule immense et, sur sa tombe, Louise Michel et bien d'autres lui rendirent un dernier hommage. Voici ce qu'en relatèrent deux parmi les quotidiens d'époque, l'Intransigeant et la Croix. C'était un mardi 7 août 1888. Lecture de l'Intransigeant. Mort d'Émile Eudes. La mort d'un soldat du peuple. La République vient de perdre un de ces hommes rares qu'on ne remplace guère et dont l'exemple console des lâchetés, des cupidités et des turpitudes dans laquelle la France se débat si cruellement. Émile Eudes, celui à qui était resté depuis la Commune le nom de général Eudes, est mort hier, tout à coup, de la rupture d'un anévrisme à la salle Favier, en pleine réunion publique au moment où il prenait la parole. Aucun des militants de la fin de l'Empire et de l'époque actuelle n'a connu de républicain plus brave et plus désintéressé. Condamné à mort sous Bonaparte, condamné à mort sous l'Assemblée de malheur, il ne connaissait de la République, exploitée par tant d'autres, que l'exil et la prison. Sa vie fut une lutte continuelle dans laquelle il perdit tout, situation, avenir et santé. Toujours prêt pour le combat et pour la mort à laquelle il n'avait échappé que par miracle en 1870, puisqu'il devait être fusillé le matin du 4 septembre, à l'heure même où on apprenait le désastre de Sedan et où l'Empire tombait. Il avait encore rendu à la France le 3 décembre dernier un éclatant service en faisant appel aux adhérents du Comité révolutionnaire central pour s'opposer par tous les moyens à l'élection possible de Ferry à la présidence de la République. La Croix, quotidien à 1 sou, 5 centimes, 9e année, numéro 1589, du mardi 7 août 1888. La rédaction et l'administration du quotidien La Croix se situent à l'époque 8 rue François Ier à Paris. Rubrique La Journée. Le général Eudes, qui assassina la sentinelle d'un poste de pompiers le 15 août 1870 pour faire parler de lui et qui avait brûlé Paris, est mort subitement hier à la salle Favier au milieu d'un discours anarchiste devant 1200 grévistes. Il venait de ressusciter le journal de Blanqui, Ni Dieu ni Maître. Quand de faux ouvriers préparaient leurs futures alliances en invitant le conseil municipal à s'abstenir de toute démonstration, au cas où le Tonkinois serait choisi par le Congrès, Eudes allait rejoindre ses amis à l'hôtel de ville, d'où il adressait aux hommes du parti blanquiste les ordres de résistance. Grâce à lui, l'indignation publique contre la candidature du dernier des lâches prit de si menaçantes proportions et souleva de telles clameurs que l'écho en parvint jusqu'à Versailles, où on n'entendait dans les groupes parlementaires que ce cri de terreur. « Paris est soulevé, on dit que le général Eudes est à la tête de l'émeute !» Et Ferry, dont le triomphe était annoncé ouvertement la veille par ses complices, resta piteusement sur le carreau. Aux élections de 1885, l'Intransigeant l'avait porté sur sa liste en compagnie du Vaillant, et le comité Clémenceau ayant refusé de les inscrire l'un et l'autre sur la sienne, nous nous étions nettement séparés du groupe radical, où le juif polonais Sigismond Lacroix travaillait déjà à l'élimination de tous les républicains énergiques et sérieux. Le principal caractère de la nature de notre ami Eudes, c'était la générosité et l'intrépidité. Il était avant tout l'homme du danger et des situations critiques.
le Parti républicain socialiste ne connaît pas encore toute la grandeur de la perte qu'il a faite hier. Nul ne peut, en effet, savoir quels sombres événements se préparent et de quelles énergies la France aura besoin. Ni Dieu ni maître. Citation. Si Dieu existait, je le ferais fusiller. Fin de citation. Émile Eudes. Au 14 juillet 1880, un assassin de pauvres pompiers, condamné à mort, délivré de prison le 5 septembre, au moment où il allait être exécuté, rentrait glorieusement à Paris. C'est lui qui, sous la Commune, avait demandé l'incendie de Paris et avait donné l'ordre direct de brûler la Légion d'honneur, le Palais Royal et essayer d'autres incendies manqués. Eudes, général nommé par lui-même, rentrait amnistié à Paris et à la stupéfaction du monde civilisé fondait avec Blanqui, rédacteur en chef, le journal Ni Dieu ni Maître. C'était le contre-pied de la Croix qui devait naître bientôt pour répondre à ce cri d'enfer. Le journal Ni Dieu ni Maître inspirait un profond dégoût. Il n'avait pas un mois d'âge que le doyen des révolutionnaires, Blanqui, étant venu à la salle Ragache prononcer un violent discours contre Dieu et la société, demanda le drapeau rouge et le sang d'autrui. En sortant, il fut pris de paralysie et mourut presque subitement. Une femme, nous a-t-on dit, comme inspirée, était entrée et lui avait annoncé à cette salle même que son heure était proche. Eudes prononça un discours au cimetière à l'enfouissement civil de son rédacteur en chef devant 15 000 blanquistes, et le journal Ni Dieu ni Maître fut enterré avec le patron qui avait échappé tant de fois à la peine de mort pour être frappé sans doute plus directement par la main de Dieu après un dernier avertissement. Nous écrivions alors, Eudes espère-t-il avoir un enfouissement aussi beau? Ce serait prétentieux. Fin de citation. Hélas, nous nous trompions. Il aura demain un enfouissement non moins bruyant que Blanqui, après une mort toute semblable. Le Ni Dieu ni Maître avait vécu environ 3 semaines, le temps de tuer son rédacteur en chef. Or, il y a environ 3 semaines aussi, l'assassin incendiaire Eudes, dont la première condamnation sous l'Empire avait été pour injure à la religion de le journal de la libre pensée, Eudes fondait à nouveau le journal Ni Dieu ni Maître. Cependant, ce titre n'était que le second. La feuille était intitulée « L'homme libre » avec la devise « Ni Dieu ni Maître ». Et hier, dimanche, le rédacteur en chef Eudes convoquait ses amis et partisans à une réunion salle Favier pour exciter à l'émeute. Ils étaient 1200. Laissons raconter au cri du peuple ce qui se passa. Le citoyen Landrin monte sur l'estrade et procède à la formation du bureau. « Eudes, Eudes !» lui crie-t-on de tous les côtés. À l'unanimité, le citoyen Eudes est nommé président. Il se présente à la tribune, et son apparition est saluée par les cris de « Vive la Commune, vive Eudes !» Ces cris redoublent lorsque l'on a entendu le citoyen Eudes répondre à ces acclamations par le cri « Vive la grève !» Le citoyen Eudes termine la formation du bureau, et près de lui viennent prendre place, comme assesseurs, les citoyens Vaillant, conseiller municipal, et Buisson, ouvrier gréviste. Discours du citoyen Eudes. Le citoyen Eudes s'avance à la tribune, toujours salué par les applaudissements de toute la salle, et prend le premier la parole. Le citoyen Eudes a la voix puissante et son discours plein de verve fouaille d'importance tous les bourgeois qui s'opposent aux intérêts de la classe ouvrière. Partout, on commence à comprendre que la lutte engagée par les terrassiers a une signification plus haute qu'une question de salaire. La bourgeoisie apeurée elle-même l'a compris. Cependant, la population parisienne, qui d'ordinaire s'élance avec tant de générosité au secours du faible opprimé par le fort, de l'affamé oppressé par le repu, n'a pas fait en faveur des grévistes ce qu'elle aurait dû faire. Les plus grands efforts doivent donc être tentés pour secouer cette apathie. Nous n'y faillerons pas, mes amis et moi. Tous doivent donc associer leurs efforts à ceux des grévistes, car leur cause est la cause de l'humanité tout entière. Traîtres seraient ceux qui suivraient les faux socialistes. Honte à tous les riches qui, au conseil municipal, se sont unis à la bourgeoisie. À ce moment, l'orateur s'affaisse sur la table qui sert de tribune. Eudes, si pâle tout à l'heure,
est maintenant tout rouge. Il est là, cassé, courbé en deux, les deux bras en avant, semble fouiller dans la foule. Nous avons tous un moment de stupeur. On se précipite au secours de l'orateur, on croit qu'il manque d'air, on le déshabille dehors, mais il n'y a plus de doute possible, il est mort. La salle tâchait d'organiser sa séance, elle achevait de nommer un second bureau quand un homme effaré rentra et jeta ces mots. Émile Eudes est mort. Et les 1200 grévistes se retirent, plus frappés qu'ils ne le disent par cette mort foudroyante d'un homme de 44 ans, plein de vie, qui se donnait comme le chef de ceux qui veulent attenter à la vie d'autrui et vivre de l'assassinat. On le porte chez lui, et sur ce cadavre, et tout autour, on lit le papier audacieux, ni Dieu, ni maître. C'est signé Lemoine. Ce vigoureux socialiste n'était pas seulement le défenseur du peuple, c'était aussi un patriote sans mélange. Nous nous rappelons ses angoisses au moment de l'affaire Schneebele, quand les provocations de l'Allemagne semblaient rendre une guerre à peu près inévitable. Il se serait fait tuer pour son pays comme il se serait fait tuer pour ses convictions, car il aimait passionnément la France qu'il avait pourtant si maltraitée. Il est tombé au champ d'honneur en défendant une dernière fois les droits des grévistes, c'est-à-dire des pauvres et des déshérités. Ceux-ci ne l'oublieront pas plus que nous ne l'oublierons nous-mêmes. Henri Rochefort.